Il nous manque un jingle. Ouais, tu veux que je fasse un... Oui, un jingle. Voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Tech Room, l'émission de l'UPE 13 qui décrypte la tech. Et merci à la région Sud pour son soutien. Alors aujourd'hui, on va parler de qualité de vie et conditions de travail, comment prévenir les risques de burn-out. On le sait tous, depuis le Covid, nos mœurs, nos habitudes de travail ont été complètement chamboulées. Le télétravail a fait une irruption dans nos vies. La frontière entre vie pro et vie perso s'est affinée, voire même a disparu. Dans ce contexte, comment prévenir la santé mentale de vos employés, la santé mentale des dirigeants, la vôtre? Comment reconnaître les risques psychosociaux? Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Et bien sûr, notre cœur de sujet, est-ce que la tech peut aussi répondre à ces nouveaux enjeux? Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe d'experts incroyables. Stéphanie, présidente de Made in Soft. Salut. Bonjour Diane. Thomas Kerjean, CEO de Made in Black et aussi président de cette commission innovation et numérique de l'UPE 13. Et aujourd'hui, pas un, mais deux invités qui nous accompagneront tout au long de cette émission pour décrire avec nous ces sujets et mieux les comprendre. Jérôme Crest, CEO de Olivia. Bonjour. Et Laurence Kerjean, CPO de Lily Facilite la vie. Bonjour. Merci à tous de partager avec nous ce moment. Alors pourquoi ce sujet? Quelques chiffres assez alarmants. Une étude récente a prouvé que 44% des salariés se disent en risque de détresse psychologique, soit un salarié sur deux. C'est énorme. 1 sur 4, soit 2 millions de salariés sont en risque de burn-out. Et ces personnes sont plutôt touchées par les femmes, les jeunes et les managers. Et on a aussi une nouvelle génération, la Gen Z, qui remet aussi en cause ces nouveaux modes de fonctionnement, qui se libère aussi et qui a envie et qui assume une volonté de passer plus de temps à des activités qui leur sont plus personnelles, qui sont en harmonie aussi avec leurs valeurs. Donc burn-out, absentéisme, quête de sens, ce sont des mots qu'on entend de plus en plus dans les médias. Il y a une liberté de parole qui se fait dans les médias. On voit les artistes comme Stromae ou même les sportifs. Paul Pogba parler de leur dépression, mais est-ce que l'entreprise aussi est outillée pour détecter ces sujets? Est-ce qu'il y a encore des tabous? Est-ce qu'il y a un mythe aussi autour du dirigeant qui doit être super-héros? Donc c'est un sujet passionnant qu'on va aussi traiter aujourd'hui, donc merci à tous. Et pour lancer ce sujet, je me tourne vers toi, Thomas. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce qui se cache derrière tous ces nouveaux mots de burn-out, risques psychosociaux? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Éclaire-nous. Alors merci Diane, effectivement, pour planter un petit peu le décor du sujet de la qualité du vie au travail, de quoi on parle? Pour être sûr d'être sur les mêmes bases de conversation pour cet échange ce matin, la qualité de vie au travail, ça revêt 6 dimensions. Donc, il y a d'abord la relation au travail, le climat social. Tu parlais du stress du manager et des populations plus jeunes, notamment. Donc, la productivité et le stress sont effectivement des sujets qui se posent de manière croissante. Le deuxième thème, c'est le contenu du travail, l'intérêt, la clarté, les moyens qu'on donne à un employé pour s'assurer qu'il parvienne ou elle parvienne à faire son travail de manière efficace. Tu parlais du but de l'entreprise notamment et du sens dans le travail. Le troisième thème de la qualité de vie au travail, c'est la santé psychique, la santé physique. On va parler de risques psychosociaux, de harcèlement, de déplacement, de temps de déplacement. Le quatrième thème, c'est le développement, c'est-à-dire je suis dans une entreprise qui a un sens et j'ai la capacité finalement à développer de nouvelles compétences, à avoir une trajectoire qui est claire et qui s'inscrit dans un propre parcours personnel enrichissant en termes d'apprentissage. L'égalité professionnelle homme-femme, âge, handicap sont aussi une dimension importante de ces discussions. Et enfin, le management que tu évoquais, donc pour les employés, la connaissance de la vision, de la stratégie, la clarté du chemin qu'ils sont censés poursuivre, de la vision à atteindre, et la sixième dimension qu'on va retrouver dans le sujet de la qualité de vie au travail. Alors, un point important, c'est que tout d'abord, ce n'est pas du tout un sujet nouveau ou superficiel où il y a un cadre légal, il y a un vrai cadre légal avec 3 accords que tous les patrons de l'UPE 13 connaissent ou doivent connaître. D'abord, on a l'accord sur le stress au travail. Donc, le stress au travail, c'est pas du tout une plaisanterie. Tu donnais des chiffres assez éloquents à ce sujet-là. Quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont elle dispose pour y répondre, on a un objet, ici on est dans un cadre où potentiellement un employé se sent comme devant poursuivre un objectif impossible à atteindre. Il y a un accord, il y a un encadrement sur le stress au travail. Deuxième sujet, sur le harcèlement. Le harcèlement au travail, donc le harcèlement tel que défini par la jurisprudence et les différents jugements sur ce sujet, c'est un délit.
D'accord? Le harcèlement est un délit en France, c'est une atteinte au droit ou à la dignité d'une personne, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle. On parle ici de insultes régulières, communication ou messages téléphoniques intempestifs. On parle de réflexion déplacée vis-à-vis d'un genre, donc le sexisme par exemple. Les menaces de licenciement, en plaisantant ou sans plaisanter. Le retrait de mission, c'est-à-dire le fait de paralyser quelqu'un dans son périmètre, dans ce qu'il estimait être sa dignité professionnelle. Le harcèlement a donc une définition légale et est clairement éligible au prud'homme en France, voire au droit à la responsabilité du dirigeant en cas en cas de conflit. Troisième accord, c'est sur la qualité de vie. On va en parler plus en détail aussi aujourd'hui. La qualité de vie et des conditions de travail. On parle ici d'équilibre vie pro et professionnelle. Là aussi, l'État a légiféré sur une loi El Khomri qui promeut la défense du droit à la déconnexion dans une période surconnectée, encore amplifiée par le passage par le confinement et la surconnexion sur Zoom, Teams. On a observé une recrudescence de cette problématique-là. On parle aussi d'égalité des gars pro, d'égalité professionnelle. Voilà les trois conditions légales qui bordent le sujet de la qualité de vie au travail. Accord sur le stress, sur le harcèlement et la qualité et les conditions de vie au travail. Au-delà du légal, il y a une vraie considération à avoir sur le sujet de la marque employeur qui, avant l'amplification du sujet qu'on évoque aujourd'hui, était un sujet incontournable et qui, à mes yeux aujourd'hui, sera nécessaire mais loin d'être suffisant. Aujourd'hui, les témoins, Lily facilite la vie et Olivia vont justement illustrer ce que je considère comme des fondamentaux, des basiques en fait à avoir aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui et pour ce qui va suivre, parce que si j'utilise une analogie facile à mémoriser sur notre devise nationale, la liberté aujourd'hui pour les millennials que tu évoquais, les Gen Z, génération Z que tu évoquais aujourd'hui, il faut se rendre compte que cette promesse du travail, elle ne tient plus en réalité dans leur esprit depuis la crise des subprimes, depuis aussi leur inaccessibilité financière à un logement comme c'était le cas il y a 10 ans. Donc la promesse capitaliste, et je ne parle pas du tout d'une génération de fainéants, c'est une génération qui veut s'inscrire dans un projet, qui veut travailler, mais la promesse est cassée. Et il faut se le dire aujourd'hui dans leur esprit. Il ne s'agit pas juste de profiter de la vie pour voyager, il s'agit de se dire je repositionne le travail aussi parce que sa promesse n'est plus à la hauteur. Vrai sujet. L'égalité, après la liberté capitalistique, l'égalité, le sexisme, c'est encore un vrai sujet. Très durable, très ancré en fait encore dans la société française malgré les apparences, et c'est un sujet qui va continuer à être dans le collimateur. MeToo, le phénomène MeToo n'a été qu'un révélateur. Aujourd'hui, on a une vraie épine dorsale dans un pays où, Dieu merci, les femmes sont de plus en plus éduquées, et donc le sujet ne va cesser de poser problème. La fraternité ou la solidarité entre les gens, mais aussi avec l'environnement qui nous entoure, pour reprendre une métaphore de Jacques Attali, c'est aussi un trait très durable. Dès qu'on aura le choix d'une société, qu'on aura le niveau de diplôme suffisant entre une société qui sert à quelque chose et une société qui, aux yeux de la génération de recrutés, et même des générations au sens large, ne sert à rien, mais l'arbitrage se fera inéluctablement vers la société qui, à leurs yeux, sert à quelque chose et qui, au moins, si elle n'est pas carbone neutre, qui, au moins, offre un impact lisible pour la société. Voilà donc pourquoi des solutions pour vous faire la transition comme Lily facilite la vie et Olivia ne sont pas du tout des sujets à regarder de manière anodine dans ce cadre-là. Ce sont plutôt, à mes yeux, et donc dans les définitions de cadres légaux et extra-légaux que je donne ici, des fondamentaux, une base incontournable pour vous qui nous écoutez, dirigeants de l'UPE 13. Super, merci Thomas, c'est beaucoup plus clair maintenant et effectivement on se tourne vers nos invités. Alors tous les mots décrits par Thomas sont un peu votre quotidien, pour vous c'est vraiment pas nouveau. Quel est déjà votre constat justement? Est-ce que les entreprises en ont conscience? Est-ce que justement cette santé mentale en entreprise c'est pire qu'avant ou est-ce que juste on en parle plus facilement? Ma perception, c'est que c'est ce qui a été porté. Le Covid a été un vrai accélérateur de la prise de conscience. Il y avait déjà cette base légale qui existait, mais finalement, on a une volonté maintenant des employeurs et une attente des salariés d'aller beaucoup plus loin. Il y avait un tabou sur la santé mentale qui a été un peu levé par le Covid, et puis le Covid a généré également du stress, de l'anxiété. Et ce stress et cette anxiété, elle s'est un peu pérennisée. Dans le télétravail, finalement, on voit que le télétravail, même si on rentre dans un nouveau mode de travail, ça génère quand même de la distanciation sociale, moins de proximité entre les équipes, des managers qui peut-être sont un peu démunis aussi par rapport à ce télétravail, qui vont avoir tendance à être dans le contrôle. Et donc, quand on est plus dans le contrôle, on est dans moins d'autonomie. Donc ça, c'est un facteur de risque psychosocial. Et donc, toute cette distanciation, ces nouveaux modes de travail, finalement,
viennent impacter la santé mentale des salariés et ces jeunes générations également qui ont des exigences beaucoup plus fortes, comme l'a dit Thomas, sur l'équilibre vie pro, vie perso, et qui viennent du coup demander que leur employeur en fasse plus pour préserver leur santé mentale, leur qualité de vie au travail, et recherchent beaucoup plus finalement qu'une simple rémunération. Ils cherchent de l'épanouissement, ils cherchent la capacité de se réaliser pleinement dans le travail. Merci. Du côté de Lily Facilite la Vie. Oui, alors on est assez en phase chez Lily Facilite la Vie. Nous, on a constaté aussi évidemment que depuis la pandémie, il y avait. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est une recrudescence ou si c'est plutôt une libération de la parole, mais en tout cas, on parle beaucoup plus de tous ces sujets-là et notamment de santé mentale. Tu évoquais en intro justement les acteurs, les personnalités, les sportifs, et je pense que c'est eux aussi qui ouvrent la porte véritablement et qui font en sorte qu'on prend aujourd'hui la mesure de ce phénomène. On est aussi complètement en phase avec, je ne sais plus si c'est toi ou Thomas qui disait ça tout à l'heure, mais il n'y a plus vraiment de frontières entre la vie pro et la vie perso. La vie perso s'arrête pas à la porte du bureau et de la même manière, on laisse pas ses soucis du bureau quand on rentre à la maison. Et c'est ça aussi qu'il faut adresser parce que on est sur un sujet particulier, les risques psychosociaux. Donc, il y a bien une obligation légale, une responsabilité de l'employeur de faire quelque chose, puisqu'il faut assurer à la fois la santé physique, la sécurité physique et mentale de ses salariés, mais c'est pas facile. D'abord, c'est pas facile parce qu'il faut la repérer. Ensuite, c'est pas facile parce qu'il faut choisir comment on agit. Et puis surtout, en ce moment, on est dans une période de, on va dire un gros mot, mais récession économique quelque part. Et donc, tout bon manager et tout bon patron doit en fait faire des arbitrages dans tous ses choix aujourd'hui de dépenses. Et donc évidemment que tout le monde, et on le voit nous dans nos échanges chez Lily Facilite la Vie avec les patrons, évidemment qu'ils sont concernés par ce sujet pour leurs salariés, mais aussi pour eux. Hein. On ne dit pas assez, on dit offrez ça à vos salariés, mais offrez-vous aussi à vous cette possibilité-là. Évidemment qu'ils sont concernés. Après, comment est-ce qu'ils font le choix, comment est-ce qu'ils arbitrent et comment est-ce qu'ils peuvent être sûrs que ce sur quoi ils vont investir, parce que c'est bien un investissement, hein, c'est pas une dépense, comment est-ce qu'ils vont investir correctement dans une solution de qualité de vie au travail qui va leur assurer quelque part, je pense qu'on peut le dire, un retour sur investissement. Ils cherchent tous ça. On va bien se dire ce qu'on veut, c'est évidemment qu'on veut tous que les gens soient bien, qu'on soit bien dans nos têtes, bien dans nos baskets, mais il y a un but. Donc le salarié, lui, parce qu'il veut être bien, comme tu disais Thomas, je veux retrouver cette promesse de je travaille pour que ça m'apporte quelque chose, donc j'y trouve un sens et j'y trouve aussi un intérêt perso. Et pour l'employeur, pourquoi est-ce que je ferais ça pour mes employés ? Parce que tout simplement, ils vont aller mieux, ça va être une super ambiance pour moi aussi au travail, puis je vais retrouver une productivité au bon niveau. Et justement, donc, quelles sont les solutions que vous proposez aux dirigeants et comment justement on peut les aider à détecter ces risques psychosociaux ? Alors, chez Lily Facilite la Vie, nous, justement, on se positionne sur ce côté détection et intervention on va dire, primaire. On est sur de la prévention primaire des risques psychosociaux. Juste pour décrypter un peu, donc les risques psychosociaux, ça va de je commence un petit peu à stresser, je vais vers du stress aigu et j'atterris en burn-out. En burn-out, on est déjà sur quelque chose de bien installé. Chez Lily Facilite la Vie, on se dit, voilà, nous, il faut qu'on intervienne avant, en prévention. Comment est-ce qu'on fait ça ? On a 3 objectifs en réalité. C'est de, à la fois pour les salariés et pour les patrons, c'est de résoudre leurs problèmes personnels, donc alléger leur charge mentale, on la prend à notre compte, et améliorer le fonctionnement général de l'entreprise. Donc comment ça se passe concrètement ? Ça veut dire que n'importe quel patron de PME ou grande entreprise aujourd'hui s'abonne à une solution qui va donner un accès illimité, alors pour lui évidemment, mais pour ses salariés, à un certain nombre de choses chez nous. La première, c'est évidemment basé sur la tech, c'est une plateforme en accès illimité, où vous allez pouvoir consulter des contenus de tout format, de la vidéo, de l'audio, de l'écrit, sur tout ce qu'on a appelé les moments de vie qui sont générateurs de stress. Donc on a identifié certains moments de vie, préparer sa retraite, vivre ou subir une séparation, accompagner vos enfants sur Parcoursup, grosse prise de tête, devenir aidant, j'aide une personne âgée, j'aide un conjoint, j'aide un enfant qui a une situation particulière. Donc tous ces moments de vie-là, vous pouvez aller vous renseigner à volonté sur la plateforme pour trouver des solutions. Si vous ne les trouvez pas parce que vous n'avez pas le temps potentiellement d'aller chercher ça, hein, on est tous très occupés, on a aussi une équipe de conseillers dédiés auxquels vous pouvez faire appel de manière illimitée également. Donc par SMS, par mail, par email, par téléphone aussi, pardon. Vous pouvez les appeler et eux vont vous aider à répondre à votre question.
quelle que soit la question, hein. Vous cherchez un bon artisan pour faire vos travaux, vous avez un problème de nounou, Oui. votre maman vit à 600 km, s'est cassé la figure dans les escaliers, on peut vous aider à gérer ces questions-là. Donc, c'est vraiment le perso qui Le vient perso. aider le. On vient la- aider le perso et on a aussi pour vos équipes RH et RSE, on adresse tous les temps forts un peu de la QVT, QVCT de l'année. Donc par exemple la semaine de la QVT qui a lieu en juin traditionnellement, Octobre Rose, Movember. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare des semaines entières avec des webinaires exclusifs, avec des intervenants de renommée nationale. Et donc on vous fournit l'événement clé en main. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Et donc on répond à la fois à un besoin de vos RH, de votre équipe RSE et de vos salariés, parce qu'ils vont pouvoir accéder à des événements exclusifs. Et donc en vous abonnant à tout ça, vous avez toute la solution clé en main sur 1 an. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les personnes qui font appel à nos experts et à nos conseillers dans l'année nous déclarent qu'ils gagnent une demi-journée dans la résolution de chaque question. Ouais. Donc si vous avez en tête que le coût de l'absentéisme en France, c'est à peu près 7% de la masse salariale, je vous laisse faire le calcul dans chacune de vos boîtes, et que nous, pour quelques euros par salarié et par an, vous avez accès à toute la solution, c'est véritablement un investissement. Parce que derrière, vous évitez d'avoir à gérer le coût de l'absentéisme qu'aurait généré ces problèmes-là. Super intéressant, effectivement. Jérôme, en début, on parlait aussi effectivement du tabou autour de la santé mentale, aussi peut-être de la position du dirigeant un peu en super-héros. Est-ce qu'effectivement, Olivia permet aussi de libérer la parole? Est-ce que vous accompagnez effectivement vos clients, vos dirigeants sur ces sujets-là? Nous, notre mission, du coup, chez Olivia, c'est vraiment de mettre la santé mentale au cœur de l'organisation, c'est-à-dire le premier enjeu, c'est pas uniquement de déployer une plateforme, mais c'est d'opérer un changement culturel. Ce changement culturel, c'est comment on lève le tabou de la santé mentale. La santé mentale, elle est connotée négativement dans le collectif, avec la maladie mentale, la notion de vulnérabilité, de faiblesse, quelque chose qui est un peu contre-intuitif par rapport à la notion de performance d'une entreprise, peut-être. Et donc, nous, le premier enjeu, c'est comment on aide le dirigeant à porter ce message autour de la santé mentale. On aime bien le parallèle avec la santé physique. Quand on dit quelqu'un qui est en bonne santé physique, on voit quelqu'un qui fait du sport, qui a une bonne hygiène de vie. Nous, on fait la même chose sur la santé mentale et on vient élargir le spectre de la santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est pas la gestion de la souffrance une fois qu'elle est avérée, c'est comment je gère des choses du quotidien qui animent n'importe quel collectif. Tout le monde vit du stress, tout le monde vit de la charge mentale, tout le monde vit des conflits. Et donc, on commence finalement sur ces sujets-là, qui sont des sujets de tension modérée que vive n'importe quelle organisation. Et ça permet de changer totalement la tonalité finalement de la santé mentale au sein de la culture, de l'inclure positivement dans l'expérience de chaque collaborateur et d'autoriser finalement chaque salarié à prendre soin de sa santé mentale comme il le ferait de sa santé physique. Donc notre premier enjeu, c'est vraiment dédramatiser le sujet et on le fait et donc au niveau du dirigeant, mais aussi au niveau des managers qui sont un peu au centre de l'équation. Comment est-ce qu'on ancre le care au sein du manager? Comment est-ce que lui-même peut avoir des postures d'écoute active? Comment lui-même n'a pas ce syndrome de super-héros? Parce qu'un manager n'est pas psychologue, n'est pas médecin du travail. Ils ont beaucoup de mal à passer le relais à des dispositifs externes. Ils se sentent un peu déresponsabilisés de leur rôle de manager. Et donc comment est-ce qu'on aide finalement à ce que chacun vive dans un écosystème où la médecine du travail a son rôle, le soutien psychologique est imprégné dans la culture de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment ce premier enjeu. Une fois qu'on fait ça, on déploie une solution qui est une plateforme qui permet d'outiller chaque salarié et chaque manager pour qu'il puisse prendre soin de sa santé mentale. Justement, cette plateforme, vous avez développé un outil très tech au service de l'humain, finalement. Exactement, voilà. Le but, c'est de moderniser des lignes d'écoute psychologique qui sont souvent déployées dans des ETI, des grandes organisations. Et dans les PME, elles ont un peu du mal à déployer ces lignes d'écoute psychologique parce que ce n'est pas forcément en lien avec la culture. C'est froid, c'est impersonnel, c'est plutôt axé sur la gestion de la souffrance. Donc nous, on s'est demandé comment la tech peut aider ce premier pas. Comment est-ce qu'on peut mettre un visage positif autour du soutien psychologique? Et donc notre plateforme, c'est comprendre le contexte et les besoins de chaque salarié, les adresser au quotidien, pas uniquement en souffrance, favoriser le premier pas vers un psychologue en prévention le plus tôt possible pour désamorcer des situations de souffrance ou désamorcer des situations du quotidien avant qu'elles ne deviennent des situations de souffrance, et tout un ensemble de contenus qui permet de sensibiliser en ligne et augmenter la capacité également d'ancrage, de changement de comportement finalement quand une personne est accompagnée. Donc c'est tout ça, Olivia. On couvre plus de 20 000 salariés maintenant au sein de nos dispositifs. Et on vient mesurer aussi l'impact, parce qu'on parlait beaucoup d'impact et de comment est-ce qu'on en fait un must-have finalement au sein des organisations. Ce qui est important, c'est de montrer l'impact sur la santé mentale des salariés et en termes également de réduction finalement du turnover et d'absentéisme. Et donc on travaille beaucoup sur comment on arrive à le
corrélé finalement à ces métriques-là, qui sont des métriques de performance qui vont parler aux dirigeants. Exact. Et justement, quand vos solutions arrivent dans une entreprise, est-ce que vous avez un peu le retour même des salariés? Est-ce qu'il y a un vrai engagement des salariés sur vos solutions? Il y a un peu un avant-après, justement, tu parlais de coûts sur l'absentéisme, de gains de temps. Est-ce qu'il y a vraiment des effets mesurables assez rapidement sur l'utilisation de vos solutions à tous les deux? Sur l'usage, nous, typiquement, une ligne d'écoute psychologique, c'est utilisé par moins de 1% des salariés. Nous, notre taux d'engagement, il va jusqu'à 50% des salariés. Donc, on arrive à multiplier par 50 le taux d'engagement. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50% de salariés qui se sentent mal. Ça veut dire qu'on a changé vraiment la tonalité de ces dispositifs et qu'à l'intérieur, on distingue des personnes qui vont bien, qui sont dans la prévention, des personnes qui vont mal, et on a une capacité de mieux détecter des signaux faibles, ce qu'on appelle des signaux faibles au sein d'un collectif, et de remonter des alertes de façon plus puissante. Et donc, c'est là où la tech vient vraiment le servir. Donc ça, c'est le premier élément, le taux d'engagement. Et sur l'impact, si on est sur une plateforme, par rapport à une ligne d'écoute, on est capable de collecter beaucoup plus d'informations, de données, et donc à la fois de restituer ces signaux faibles de façon intelligente auprès des entreprises, et puis de remonter des alertes avant qu'elles ne deviennent trop sévères. Voilà. Ça peut être des alertes très compliquées. On a des personnes qui ont des pensées suicidaires, qui étaient passées en dehors des radars. Il y a des choses qu'on a désamorcées qui sont extrêmement puissantes. Quand on remonte ça à un DRH avec tout un processus de levée de confidentialité, c'est un impact très très important pour une organisation. Merci Jean. De ton côté, Laurence? Oui, alors nous, chez Lily Facilite la Vie, on est aussi effectivement, la tech, c'est un moyen. On est aussi un mix de solutions tech et humaines, notamment avec notre équipe de conseillers. Notre équipe, nous, elle est formée de manière très spécifique. D'ailleurs, on est en train de faire labelliser la formation de nos conseillers. Et on voit effectivement la même chose que ce que décrit Jérôme, c'est que par rapport à une ligne d'écoute classique, où bon, allez, très très bon taux, c'est 1% d'engagement. Nous, quand on fait un lancement accompagné auprès de chacun de nos clients, donc le patron, la structure cliente, en fait, nous remonte en moyenne, on a 60% des personnes qui se connectent déjà pour découvrir le sujet et qui prennent contact avec le conseiller. Mais ce qui est important surtout, c'est que ce sont plus on a de personnes qui font appel à la solution, plus on répond à des vrais problèmes du quotidien, plus on a d'engagement derrière. Et en fait, c'est ça le véritable cercle vertueux. C'est pas tant le côté plateforme. Évidemment, la plateforme, ça permet à des gens qui sont plutôt isolés, qui sont déjà dans une situation peut-être plus difficile que d'autres, de faire un pas plus aisément. Mais le fait de se dire, surtout, je peux contacter un conseiller, je peux échanger avec quelqu'un qui va faire retomber directement mon niveau de stress, et on n'est pas dans un échange psychologisant. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas appel à nos conseillers ne sont pas des psys en tant que tels, même si ils ont une formation à la psychologie positive, à l'écoute active. Ce côté-là est très puissant chez nous. Et c'est ça qu'on voit, c'est ça que les gens apprécient, c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. C'est le fait de pouvoir avoir un accompagnement sur lequel on ne met pas forcément de nom, mais comme c'est rattaché à un sujet perso, on ne fait pas forcément le lien non plus avec le côté pro. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je suis un mauvais élément au travail, parce que comme disait Jérôme, c'est très puissant cette image de si je suis performant, je suis Superman ou Wonder Woman et rien ne doit passer entre les mailles du filet. D'abord, c'est faux, on le sait tous et il faut se le dire, donc c'est bien qu'on ait une nouvelle approche de la santé mentale, mais surtout le fait de pouvoir dire voilà, je vais pouvoir décharger mon côté perso, et une fois que j'ai fait ça, je peux être concentré, je vais gagner du temps, tout le monde va être mieux. Peut-être dernière question, il y a des dirigeants là qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis dirigeant d'entreprise, je peux faire appel à vos solutions, quel que soit le nombre de salariés. Je ne suis pas obligée d'être un grand groupe finalement pour amener la santé mentale dans mon entreprise. Oui, nous on accompagne des PME, des ETI, des grands groupes. Donc il faut qu'il y ait peut-être plus de 50 salariés typiquement. C'est la taille minimum qui nous permet de déployer notre solution. Mais oui, on accompagne différents typologies d'entreprises. Oui, c'est pareil, on fonctionne en mode abonnement. Donc évidemment, l'abonnement minimum, c'est 1 an, et on préfère quand même travailler sur plus d'1 an pour avoir un impact. C'est quand même de la longue durée. Mais on a un tarif qui est dégressif en fonction du nombre de salariés. Donc, quelle que soit votre taille, on va pouvoir vous proposer une solution adaptée. Parfait. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience. J'espère que vous serez convaincus, en tout cas, de rentrer et de mettre au cœur de vos entreprises ce sujet de la santé mentale. Stéphanie, je me retourne vers toi. D'habitude, tu es la personne solution. Tu nous parles de solutions du territoire, tu nous mets en valeur les acteurs du territoire. Mais aujourd'hui, tu es aussi chef d'entreprise. Donc, je pense que ce sujet de la santé mentale, c'est quelque chose qui te touche aussi. Donc, j'aimerais bien que tu nous partages ton expérience et ta vision pour toi en tant que chef d'entreprise sur ce sujet-là.
Oui, alors tout d'abord, merci de parler de ce sujet qui est encore tabou au sein des entreprises, bien évidemment, quelle que soit la structure. Je ne sais pas si ce sujet, on peut aussi l'assimiler à l'humain au cœur de la transformation digitale, qui est hyper important, parce que la tech, et notamment ce qui s'est passé pendant le Covid, nous a permis de soulever encore des failles dans nos entreprises. Alors, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais ça reste encore un sujet caché, non dit, au sein des entreprises pour moi, même si les outils aujourd'hui sont là et on se doit de les utiliser parce que vraiment c'est un fléau sur l'absentéisme, bien évidemment, sur l'humeur au sein des entreprises où on voit des salariés en grande difficulté, mais pas que, des managers aussi ou des chefs d'entreprise. Alors effectivement, le Covid est passé par là et a soulevé et a mis en forte croissance toutes ces difficultés en entreprise qui, avant, elles étaient perceptibles et aujourd'hui, elles sont vraiment devenues essentielles pour continuer nos activités dans le respect des règles, même si la réglementation à ce sujet-là est encore, pour moi, un peu fragile. Oui, effectivement, l'expérience du Covid, on a vécu quelque chose de tragique pour certains d'entre nous, où nous n'étions absolument pas prêts à vivre ce qui s'est passé, donc le confinement pour certains salariés, le report de charges, évidemment, l'écoute auprès de différentes populations en interne, à savoir ceux qui étaient en arrêt pour garde d'enfants, ceux qui étaient en chômage technique, ceux qui étaient sur le front, parce qu'il y avait quand même des personnes qui n'ont jamais été confinées, et je pense qu'on a tendance à l'oublier aussi. On parle beaucoup du confinement et de ceux qui ont mal vécu le confinement, mais il y a aussi des salariés qui ont continué de travailler pour être à disposition de tout le fonctionnement opérationnel du territoire et qui ont mal vécu ce confinement. Donc nous, la période qu'on a ratée chez Lauralba, c'est l'analyse des forces et des faiblesses quant à la reprise du travail, y compris pour les managers et moi-même, où on aurait dû prendre un temps de pause pour travailler ensemble, ne serait-ce qu'une semaine, parce que je pense que ça aurait été rentable, d'analyser ce que chaque personne, chaque manager, chaque salarié avait bien vécu ou mal vécu. Alors, nous, on s'est attaché fortement à ces 3 groupes de travail où toutes les semaines, on animait des visios avec eux. Mais en revanche, les salariés sur le terrain, on s'en est très peu occupé parce que voilà, on n'a pas pris le temps, on a mal analysé la situation. Moi-même, j'étais sur le terrain pendant 3 mois. Je vous rappelle que tout était arrêté. Je faisais à manger tous les soirs pour apporter à manger aux salariés le lendemain. Le samedi, le dimanche, les 3 premiers mois, on livrait au compte-gouttes dans des enveloppes des masques et des gants et le matériel qu'on avait, qu'on récupérait à droite à gauche, puisqu'on n'avait pas suffisamment de matériel. Donc ça a vraiment été dramatique. On est passé par des ascenseurs émotionnels tous ensemble, assez gigantesques. Il y a eu des solutions qui ont été mises en place ensuite et j'en suis très heureuse. Je vais vous les expliquer. En revanche, cette période, encore à aujourd'hui, où on avait beaucoup de solidarité entre nous, beaucoup de solidarité entre les collaborateurs, entre les managers, entre nos consoeurs, nos confrères, chefs d'entreprise. On avait beaucoup de groupes WhatsApp mais parce que des salariés sont tombés au support fonctionnel. Donc là, je parle ressources humaines, je parle au niveau finance. Donc certains managers sont retrouvés avec 3-4 postes en même temps. On pensait qu'ils étaient forts et que tout allait bien se passer. Et à l'époque, les outils n'étaient pas identifiables, on va dire, et puis on n'avait pas le temps de les mettre en place. Et aujourd'hui, on est revenu à la normale, c'est-à-dire que nous, en tant qu'entreprise, notre priorité, c'était d'assurer la sécurité des collaborateurs, d'assurer la sécurité mentale aujourd'hui des managers à travers tous ces outils. Donc, on a pris une psychologue pour analyser tout ça, en tout cas pour ceux qui le souhaitaient en interne. On a pris une consultante qui nous a fait un audit extraordinaire depuis 2 ans au sein de Lauralba, qui continue à nous suivre aujourd'hui, qui continue à suivre les collaborateurs en toute confidentialité, parce que c'est ça aussi. Parfois, ils n'ont pas envie de se confier aux chefs d'entreprise ou aux collaborateurs. C'est important. Et puis, on utilise maintenant, et on se doit d'utiliser, effectivement, les outils, les plateformes mises à disposition, comme ce qu'on vient d'entendre. Effectivement, Laurence en a parlé, il y a la semaine de l'ANACT, donc c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail, qui a lieu du 19 au 23 juin cette année. Et puis, il y a un site aussi qui est fabuleux, qui peuvent donner aussi des outils, des astuces, des ingrédients, puisque chaque chef d'entreprise, il va à son rythme. Certains ont encore de la timidité à aller vers ces nouveautés pour permettre aux salariés qu'ils se sentent mieux en termes de productivité derrière, parce qu'on ne va pas se le cacher, on parle aussi productivité, surtout dans un contexte actuel. Et il y a un site internet aussi, qvt.anac.fr, qui est
très intéressant également. Mais ces outils humains, plateformes, sont aujourd'hui plus qu'essentiels dans le mental des entreprises et pour nos futurs salariés, nos futurs recrutements. Puisque maintenant, en recrutement, on nous pose aussi la question, qu'est-ce que vous faites quand les gens ne vont pas bien, comment vous avez vécu la crise, le sens au travail, etc. Et on n'est pas armé pour ça. On n'a pas fait, probablement, en tout cas moi, je n'ai pas fait des études en ce sens. Et si on n'est pas aidé à notre tour, on ne peut pas transmettre de la meilleure façon possible à nos collaborateurs. Et pour moi, ça reste aujourd'hui vraiment un des enjeux prioritaires dans la stratégie de fonctionnement de chez Laurent Alba. Donc j'ai une DRH qui est assez exceptionnelle, qui met en place des moments forts pour les salariés, que ce soit des visios, que ce soit on phosphore sur des thématiques, on va dire, plus personnelles, sur la garde des enfants, sur les vacances, sur le télétravail, etc. Et puis, on participe aussi à la vie du territoire. Là, on organise une course pour des handicapés. Voilà, on fait des petits déjeuners à l'entreprise, sachant que nous, on a une difficulté, c'est qu'on est des sous-traitants. Donc, c'est-à-dire que nos salariés, pour la plupart, ne sont pas au sein de l'entreprise. Donc, c'est pas comme si on pouvait fédérer un petit déjeuner ou un moment de détente et fort entre nous chaque jour. On pouvait communiquer sur place au sein de l'entreprise. On est obligé de passer par une communication mail ou dans notre outil SIRH pour pouvoir communiquer avec l'ensemble de nos collaborateurs. Donc les faire venir, ça reste encore compliqué. Certains sont à 80 km, 100 km. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une thématique forte pour qu'ils puissent venir. C'est un effort aussi de les faire venir et de leur dire c'est essentiel. Cette distanciation sociale qui est en place aujourd'hui ne doit plus exister, en tout cas sur des enjeux tels. Et on doit pouvoir échanger librement, soulever des problématiques qui ne sont plus des tabous, dire les non-dits et ne pas avoir peur de les exposer. Et ça, c'est un changement culturel. C'est un changement qui est bouleversant pour certains d'entre eux. Nous, on a eu des décès aussi pendant le Covid. Donc ça aussi, c'est pénible parce qu'on a les familles au téléphone. On a des gens qui restent encore chez eux et qui ont des phobies, qui ne veulent plus sortir. Et c'est des thématiques qu'on se prend en pleine face. Et là, il n'y a personne pour les gérer hormis nous. Donc si nous, on n'est pas aidés, on ne peut pas aider les autres, c'est pas possible. Donc oui, ces outils sont essentiels. L'accompagnement des managers, ne l'oublions pas. L'accompagnement des chefs d'entreprise, on en parle peu. Mais nos sacs à dos sont parfois très lourds à porter. Et nous aussi, on a besoin d'échanger et d'en parler pour pouvoir continuer à performer dans nos entreprises. Et surtout à changer nos modes de fonctionnement où aujourd'hui, l'humain reste une priorité au sein de l'entreprise. Merci Stéphanie. Avec plaisir. Et justement, tu as parlé beaucoup de solutions que tu as mises en place pour tes salariés. Assez rapidement, il y a une prise de conscience justement. Le dirigeant, toi, ça a été aussi une période assez compliquée et intense, on suppose. Est-ce que tu as préservé ta santé mentale et comment tu l'as fait ? Alors non, je ne l'ai pas préservé. Je pense qu'on est les derniers à se préserver dans ces cas-là, même si c'est dommage. La Suède ou les États-Unis ont des moyens autres pour les chefs d'entreprise que nous, encore ici en Europe. Je le fais maintenant, je le fais depuis très peu de temps, depuis 3-4 mois, au niveau notamment santé physique, santé mentale, avec un coach, parce que c'est essentiel de pouvoir analyser rapidement, même si pour moi c'est très tard, 2 ans et demi après, mais on a des restes. Voilà, comme tout le monde, hein, on est des humains, on est des chefs d'entreprise, mais on est des humains avant tout. Ça m'arrive d'être de mauvaise humeur, ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de... Alors c'est très rare parce qu'on le cache aussi, mais j'ai des collaborateurs qui le voient. Et encore une fois, moi, je me suis remis de cette crise parce que j'ai eu la chance d'avoir une 40aine de collaborateurs avec qui j'ai énormément travaillé pendant ces 6 mois. Donc j'étais quasi tous les jours avec eux. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, ce qui m'a permis de revoir mes vraies valeurs, ce qui m'a permis d'être encore plus humaine que je ne l'étais, et ce qui m'a permis de comprendre que sans eux, le moteur de l'entreprise n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc en fait, je crois que c'est eux qui m'ont guéri, mais maintenant j'ai besoin de me guérir moi-même. Ouais. Merci pour ton témoignage très sincère, parce qu'on parle effectivement beaucoup du tabou et ce rôle de dirigeant où tout le monde passe avant soi, c'est hyper important. Donc merci d'en parler. Thomas, côté Mail in Black, je sais que quand j'envoie des mails à certaines horaires, j'ai un petit mail de retour dans la déconnexion. Donc chez vous, chez Mail in Black, il y a une vraie politique justement de préserver la vie pro et perso.
Alors, pour remettre en contexte, on est dans une industrie de la tech qui est en croissance à deux chiffres, ce qui permet aussi de créer des conditions. Et on a aussi eu la chance de pouvoir choisir notre actionnariat, ce qui nous permet vraiment de poser notre politique RH, ce qui est pas offert à toutes les entreprises de faire. Donc, je donne ma réponse dans ce contexte-là aussi pour contraster un peu avec ce qu'on peut faire et pas faire. Effectivement, je pense que beaucoup de choses partent, comme le dit Stéphanie, du dirigeant. J'ai eu une carrière dans le corporate comme dans la start-up. J'ai créé des entreprises que j'ai revendues. Je travaillais dans le corporate sur des postes avec de lourdes responsabilités. Donc j'ai connu des épisodes de stress, mais j'ai pas connu finalement venant de la tech américaine, j'ai pas connu finalement de formes de harcèlement, de formes de violence psychologique telles que j'ai pu l'observer en Europe. Hein. Je le vois aujourd'hui quand je vois en onboarding les personnes qu'on recrute chez nous, je vois qu'elles ont eu un parcours, une trajectoire un petit peu différente. Donc oui, ça procède pas du tout d'un discours de productivité ou d'impact financier, c'est juste devenu mon mode de vie à moi en fait. Voilà, j'amène une de mes filles à l'école le matin, je vais la chercher le soir et je souhaite aussi mieux m'occuper de moi quelque part. Donc c'est-à-dire avoir voilà, je suis pas du tout comment dire, je me mets pas dans une posture d'esclavage au travail, au contraire, c'est une zone d'épanouissement pour moi. Et j'ai trouvé un bon équilibre et je trouve qu'il est légitime donc que les gens avec qui je travaille bénéficient de cet équilibre, ne soient pas dans une situation de... Voilà. Je pense que le regard qu'on porte aussi sur la manière de travailler avec les gens, est-ce qu'on considère qu'on est avec des gens smart, avec qui on veut construire quelque chose d'impactant, ou est-ce qu'on se met dans une posture où finalement on considère que quelqu'un doit exécuter ce qu'on lui donne de faire, joue beaucoup, je pense, dans la façon qu'on a tous de travailler. Et donc oui, effectivement, on est orienté sur une vision commune, sur un impact qu'on souhaite avoir, qu'on veut avoir collectivement. Donc il y a quand même un sens de la performance et du mérite, mais on n'est pas là, on est tout sauf dans une culture de contrôle par ailleurs. Je considère que je travaille avec des adultes et je me porte mieux comme ça. J'ai déjà 3 enfants, c'est bien. Et c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve, pour nous en tout cas. Et donc ça induit aujourd'hui, on a charté le télétravail, mais j'ai aucune idée, je peux pas te répondre sur qui va être présent aujourd'hui chez Made in Black ou pas. J'en sais rien, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ce serait une mauvaise analyse que de me demander ça d'ailleurs. Par contre, de savoir si on est en train d'avancer sur un projet commun est la chose qui m'intéresse. Et étant père de famille, et ayant eu des décès dans ma famille, ayant eu toutes ces choses-là, mais aussi ayant bénéficié je trouve, de leaders très bienveillants quand j'étais chez Microsoft, qui m'ont quand même... Voilà, quand je me suis retrouvé en garde alternée avec mon fils, avec mon grand garçon, j'ai eu quand même une organisation du travail ultra facilitante pour gérer ça. Voilà, ce qui m'a laissé imaginer ce qu'était une femme seule avec des enfants à charge. Voilà. Donc, droit à la déconnexion, c'est qu'un bout, en fait, qui est que, oui, je refuse, je leur dis explicitement à mes employés, je ne veux pas de mail après 18h. Je ne veux pas de mail le week-end. Alors certains, on avait un docteur en sciences cognitives qui croyait que je plaisantais là-dessus en me disant non mais vraiment quand même, moi je vais prouver mon engagement, je vais t'envoyer un texto. C'est un irritant pour moi. C'est un irritant, je suis dans un autre temps mental, je suis pas dans le projet que je suis en train de faire. Voilà, et je trouve que c'est pas mal en fait. Voilà, je viens d'une culture très tech californienne, hein, Seattle, Californie. Je vois qu'aujourd'hui il y a 3 modèles hein, finalement quand je vous entends. Bon, est-ce que le capitalisme est durable? Oui. Est-ce que le problème de partage de la richesse est durable? Oui. Est-ce que les sujets de productivité vont être constants? Bien sûr que oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Est-ce que le modèle historique et hiérarchique de contrôle est valide? Non. Est-ce que le modèle collaboratif, qui est Great Place to Work en surface, mais qui est en réalité très intrusif aussi, est bon? Non plus. Je pense qu'on a pour charge, et on peut le faire en Provence, hein, libre à chacun d'inventer un 3e modèle qui remet au centre finalement l'intérêt qu'on porte à sa propre vie, quelque part, en tant que patronne d'entreprise, et ce qu'on a à proposer, et la manière dont on veut conduire ces projets. Est-ce qu'il n'y a que le but qui est intéressant, ou est-ce que le chemin est intéressant aussi 45 ans aujourd'hui, je me dis que le chemin est tout aussi important que le but, et que voilà. Merci Thomas pour cet aspect aussi philosophique de la vie. Une conclusion conclusion. On gardera pour toi en tout cas cette partie. Non mais j'aime beaucoup effectivement en tout cas cet équilibre
vie perso et pro et la place qu'on donne aussi au travail dans notre vie. Et le travail peut être aussi effectivement un espace d'épanouissement, mais peut-être que les limites, comme pour tous, sont aussi utiles. Pour conclure, un petit tour de table. Je te sentais partir. Oui, moi j'ai trouvé très intéressant l'analyse de Stéphanie aussi, et je te remercie parce que je pense qu'on a peut-être donné l'impression, en parlant de ces sujets de QVT, qu'on s'adressait uniquement aux personnes qui peuvent faire du télétravail et qui sont globalement dans des catégories cadres ou derrière un bureau avec un ordinateur, mais c'est pas vrai en fait. Hein. En tout cas, alors je te laisserai expliquer pour Olivia, mais pour Lily Facilite la Vie, nous on a aussi parmi nos clients des clients qui sont dans le service et qui ont comme Stéphanie des salariés qui ne sont pas sur site, en tout cas pas sur le leur, qu'il est très difficile de mobiliser de manière physique, avec lesquels on ne peut pas toujours communiquer non plus par un outil, c'est-à-dire l'outil crée pas la culture, c'est pas parce qu'il est là qu'on l'utilise et qu'on sait quoi en faire d'ailleurs. Et donc il faut trouver, et c'est là où les solutions qu'on apporte aussi sont intéressantes, c'est qu'il faut trouver la bonne manière pour chacun de nos clients d'apporter la solution, de l'accompagner dans le déploiement. Et c'est pas juste un bouton et super, on l'a mis en place, ça existe, débrouillez-vous. C'est pas ça. C'est un vrai changement culturel, comme disait Jérôme aussi. On est là, les entreprises qui choisissent d'investir sur ces sujets-là aujourd'hui, et je dis bien investir, c'est pas une dépense, qui choisissent d'investir aujourd'hui, elles le font en leur âme et conscience, surtout parce que voilà, il y a des arbitrages à faire. Donc si je dis je mets 1 euro sur la QVT, je sais que je vais pouvoir récupérer au moins 1,50 € derrière. Et c'est le cas à partir du moment où on est accompagné dans le déploiement, où on y croit, où on va vers ses employés. Et c'est vraiment la tech au service de l'humain. Et donc je te remercie d'avoir mis aussi cet aspect-là sur la table. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas uniquement, quelle que soit la taille de l'entreprise, on ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont derrière un bureau. Loin de là. Merci. Jérôme, aussi un mot pour conclure? Oui, moi j'ai beaucoup aimé les témoignages de deux dirigeants. Finalement, on voit que indépendamment de la tech, ce qui est important, c'est comment on crée ce sentiment. On a parlé de sécurité mentale. Nous, on parle beaucoup de sécurité psychologique. Et la sécurité psychologique, elle commence finalement sur quelle est ma posture de dirigeant, quelle est l'exigence que je porte auprès de mes salariés, est-ce que je suis dans le contrôle, est-ce que je suis dans l'autonomie, dans la responsabilisation. Donc voilà, la tech vient vraiment, et je suis d'accord avec ce que dit Lily Facilite la Vie, la tech vient le soutenir, vient l'amplifier, mais le point de départ, en fait, c'est la culture de l'entreprise, c'est le dirigeant, c'est comment est-ce qu'il voit le chemin qu'il porte, comment chacun se fait plaisir sur le chemin, et pas uniquement demander des contraintes et de la productivité. Et donc ça, c'est très important. Finalement, on vient soutenir cette culture et permettre de libérer la parole, mais au service de dirigeants qui sont volontaires pour le faire, pas simplement pour cocher la case. Merci, Jérôme. Stéphanie? Ouais, moi j'ai pu constater que dans ce business model qui a été un peu bouleversé, aujourd'hui, je ne recrute plus des collaborateurs et des managers différents de l'ADN de l'entreprise, mais qui ont le même ADN et les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire que voilà, si on est humain avant tout, si on a envie d'aller plus loin ensemble, de faire un travail collectif, etc., je vais arrêter de chercher des perles rares parce qu'elles sont différentes de mon profil, par exemple, ou de ceux de mes managers, mais je vais vraiment aller chercher des gens qui ont le même ADN que nous, et c'est important. Et ça marche très, très bien. Donc, oui, c'est une thématique importante. Oui, c'est une thématique où il faut encore aller plus loin. Effectivement, tu as raison, Laurent, c'est de l'investissement. Et on en a besoin. En revanche, la clé du succès, bien évidemment, c'est aussi de bien s'entourer. Il ne faut pas l'oublier, de ne pas hésiter à faire appel à des experts concernant ces sujets-là. Ce n'est plus tabou aujourd'hui, c'est essentiel. Il y a des groupes également sur les réseaux sociaux, notamment je pense à LinkedIn ou d'autres où la parole est libre et on peut échanger et discuter des bonnes pratiques que certains peuvent mettre en place. C'est essentiel et on doit plus garder ça en nous. Enfin, je veux dire, on est en 2023 et aujourd'hui c'est une accélération que les collaborateurs attendent de nous et pas le contraire. Donc, voilà. Merci. Thomas, on gardera comme conclusion, ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, c'est ça? Non, je pense qu'on parle à des dirigeants ici, des dirigeants nous écoutent, je pense que ça part avec eux, en fait. Ça part d'eux. Je trouve que tu as eu le courage, le cran de raconter une histoire personnelle. Et je pense que ça peut démarrer là. C'est-à-dire que si les gens qui nous écoutent, quelque part, enclenchent avec des Lily Facilite la Vie, des Olivia, c'est le bon point de départ en réalité, parce que tout le reste, finalement, peut suivre bien plus facilement. Voilà.
Merci à toutes et tous. C'est Merci, vraiment un Diane. plaisir de partager Merci, ce Diane. moment. Merci, J'espère qu'on Diane. vous aura convaincus. Donc, prenez soin de vos employés, prenez soin de vous. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Tech Room.